Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur les marchés financiers à la mi-journée. Et puis le soir, la grande édition à 18h30, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et au sommaire de cette édition, l'emploi privé qui ralentit en juin, mais moins que prévu. En tout cas, c'est ce qui ressort des chiffres du cabinet ADP qui note 692 000 emplois créés donc au mois de juin dans le secteur privé, contre un chiffre révisé en mai à 886 000, un chiffre qui est tout de même supérieur aux attentes qui tablaient sur 600 000 emplois créés sur le mois. On attend évidemment les chiffres vendredi du Bureau of Labor Statistics, mais on se penchera tout de même en plateau sur ce premier chiffre afin de comprendre la dynamique de la reprise américaine. On a également pu prendre connaissance ce matin de l'inflation en zone euro pour le mois de juin, une inflation qui ralentit selon les données préliminaires Eurostat et qui passe de 2% en mai à 1,9% au mois de juin. Si la progression des prix de l'énergie décélère au sein de l'indice donc des prix à la consommation, cela reste le plus grand facteur de progression de l'indice, suivi des biens industriels. Nous reviendrons également sur ce chiffre dans Smart Bourse afin de comprendre le contexte économique en Europe, mais aussi le contexte de marché. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, dans Marché à thème, nous recevrons la présidente du jury des Palmes des jeunes actionnaires, une initiative étudiante qui a récompensé cette année l'entreprise Air Liquide. Nous tenterons de comprendre pourquoi cette entreprise séduit donc les jeunes actionnaires individuels et quels sont les critères qui ont permis d'aboutir à ce choix. On regarde le CAC 40 à la clôture qui perd 0,91% à 6507 points, en lien notamment avec les craintes autour du variant Delta. On aura le résumé complet dans un instant. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence donc avec Tendance, mon ami, un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. La bourse de Paris clôture en nette baisse de 0,91% à 6507 points. En cette dernière séance du premier semestre, le marché aura été marqué par une forte volatilité. Elle s'achève sur un gain de près de 18%. Les investisseurs sont toujours plus inquiets quant à la progression du variant Delta. Il pourrait compromettre la reprise économique qui se profile. Et celles qui en font les frais, ce sont les valeurs cycliques avec en ligne de front le secteur automobile. La prudence est donc de mise sur les marchés, d'autant plus qu'on attend la publication vendredi du rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis. Elle pourrait être déterminante quant à l'orientation des achats d'actifs de la Fed. S'agissant des statistiques qu'on découvre aujourd'hui, selon l'enquête ADP, le secteur privé américain a créé 692 000 postes en juin contre 600 000 anticipés par le consensus Bloomberg. Le solde de mai a cependant été révisé à 886 000 contre 978 000 initialement annoncés. Du côté des valeurs à suivre, Essilor Luxottica a approuvé la finalisation au 1er juillet de son projet de rachat du groupe d'optique néerlandais Grand Vision pour 7,2 milliards d'euros. Cette annonce met un terme à un feuilleton commencé il y a près de 2 ans. Engie s'apprête à donner le coup d'envoi d'un processus d'enchère pour une partie de ses activités de service. Les premières offres sont attendues en septembre pour une entité nouvellement créée qui pourrait être valorisée entre 5 et 6 milliards d'euros. Orpea revoit son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour 2021 à la hausse à plus de 7,5% contre au moins 6% précédemment. Orpea a également annoncé 6 nouvelles acquisitions en Europe. Le groupe chinois de VTC Didi Global est coté pour la première fois aujourd'hui après avoir levé 4,4 milliards de dollars via son IPO. Et puis l'exploitant de réseau de télécommunications à haut débit Wide Open West a conclu la vente de ses activités dans 5 régions pour environ 1,8 milliard de dollars. Ce montant doit lui permettre de réduire son endettement. Place à l'agenda. Demain, on attend une nouvelle salve de statistiques. Il y aura d'abord l'indice ISM manufacturier et les nouvelles demandes d'allocation chômage aux États-Unis, mais aussi les indices PMI manufacturiers en zone euro. Et puis Sodexo dévoilera son chiffre d'affaires du 3e trimestre.
Voilà le résumé complet de l'actualité boursière du jour, donc proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Alix Nguyen que vous retrouverez dès demain à 9h55, midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti à présent pour Planète Marché avec deux experts en plateau. Alain Pitous, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG et à vos côtés Mabrouk Chetouane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFT-IM. On est le 30 juin, à l'heure de faire le bilan semestriel de cette première partie de l'année. Donc on va commencer par ce bilan sur les marchés, mais aussi en matière de contexte ou de reprise économique. On parlera, pourquoi pas, de politique monétaire, une fois n'est pas coutume, un petit peu de politique budgétaire. Et puis on évoquera évidemment avec vous cette grande thématique d'investissement qui est l'ISR, peut-être au travers de tous ces sujets. Mais je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, peut-être avec vous, Mabrouk Chetouane, sur le bilan des 6 premiers mois de l'année sur les marchés actions. On a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça grimpe. On regarde aux États-Unis, le Dow Jones plus 12%, le S&P 500 plus 14%, le S&P 500 qui a inscrit 33 niveaux records depuis le début de l'année. À chaque fois qu'il monte, il inscrit un nouveau record. Le Nasdaq plus 13%, le Russell 2000 plus 17%. Et en Europe, c'est pareil, le CAC 40 plus 17%, le DAX plus 14%. J'arrête là, je pourrais continuer, mais tout va bien finalement, tout est au vert sur les 6 premiers mois de l'année, Mabrouk Chetouane. Ce qui est très intéressant dans les chiffres que vous avez mentionnés, c'est surtout l'avance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Alors tout le monde effectivement souligne effectivement la performance des marchés européens, mais en même temps, on avait beaucoup de retard. Alors oui, tout est au vert et c'est très simple. Encore une fois, on a un soutien indéfectible des politiques budgétaires et monétaires à la réouverture aux États-Unis, qui a été plus précoce qu'en Europe, parce que la campagne vaccinale a démarré plus tôt. Il y a eu beaucoup plus finalement de réussite de ce côté-là. En Europe, on a pris plus de retard. Il y a eu des reconfinements, mais finalement, ce retard cyclique, on va pouvoir le récupérer, ce qui donnera finalement un déphasage aussi cyclique entre les États-Unis et la zone euro. Le marché, le price, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une surperformance relative des marchés européens par rapport au marché américain. Et donc, in fine, quand on regarde même les résultats des entreprises au premier trimestre qui étaient plutôt bons, les résultats au deuxième trimestre vont être aussi très bons apparemment, en tout cas de ce qu'on attend. Donc, au final, on a une conjonction de facteurs qui fait qu'il était difficile, mis à part catastrophe évidemment de nouveau avec un nouveau variant possiblement encore plus dangereux que les précédents, il était difficile d'envisager finalement un scénario différent que de celui-ci. Alors on dit ça ex post, c'est très facile. En début d'année, c'était pas gagné non plus quand on voyait que pas forcément aussi serein quant à la reprise économique et quant à la campagne de vaccination, par exemple, ne serait-ce qu'en France ou en Europe. Ça. Mais finalement, le game changer a été évidemment au mois de novembre dernier quand on a eu la découverte, la mise au point des vaccins, qui a permis de renverser la donne. Et on voit bien qu'à partir de cette date-là, globalement, la confiance, mais quelle que soit la métrique que vous preniez, donc prenons par exemple les anticipations même d'inflation sur les marchés, qui étaient quand même très moribondes avant même finalement qu'on ait la confirmation qu'on puisse sortir de cette situation de pandémie, et depuis cette date-là, ça ne fait que monter. Alors justement, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on plafonne, on atteint des points d'inflexion, notamment aux États-Unis. Est-ce que le pic d'activité est encore devant nous ou derrière nous? Moi, je pense dire qu'il est plutôt derrière nous. La grande question, on l'attendait effectivement pour le deuxième trimestre. Est-ce qu'il est devant nous, derrière nous? Donc on l'a passé selon vous? Ah oui, on l'a passé. Et puis, ce qui a été rappelé effectivement en début d'émission, c'est-à-dire sur les chiffres d'activité, sur le chiffre du marché du travail, on aura peut-être la confirmation demain ou l'infirmation de ces chiffres. Mais on a quand même pas mal d'indicateurs qui laissent penser qu'on a un pic d'activité qui a eu lieu quelque part au deuxième trimestre aux États-Unis. Donc, il est derrière nous, puisqu'on est sur la fin de ce dernier. Et donc, in fine, là, on rentre dans une forme d'inflexion. Alors, on restera sur des niveaux de croissance relativement élevés aux États-Unis. On arrive de très haut. On va commencer à ralentir. Et là, c'est véritablement le dilemme pour la Banque centrale. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une économie américaine qui ralentit graduellement, doucement, une inflation qui ne va pas ralentir aussi entre guillemets, aussi fortement que l'activité économique, puisqu'il y a un peu plus d'inertie finalement dans l'inflation. Et in fine, donc on va être assez attentif à cette banque centrale qui va devoir communiquer sur sa stratégie politique monétaire, qui, on doit l'avouer, donc est encore assez flou pour le moment. Donc on n'a pas de... On a quand même un début de calendrier. Oui, mais bon, ça n'engage... un certain nombre de déductions aussi. Mais voilà, mais ça n'engage entre guillemets que ceux qui veulent bien croire qu'en 2023, il se passerait quelque chose au niveau de la politique monétaire. C'est encore très très loin. Là, à plus brève échéance, on a besoin de savoir finalement quelle va être la politique, enfin,
la forward guidance de la Fed sur notamment la politique de rachat, etc., des obligations d'État américaines. Dans un contexte où la politique budgétaire, on le sait, on aura l'occasion d'en reparler, restera hyper proactive puisque Joe Biden, l'administration américaine, a réussi à obtenir un nouveau plan d'infrastructure moins ambitieux que ce que c'était initialement, mais de 1200 milliards de dollars qu'il va falloir tout de même financer. Alors, Alain Pitous, après, finalement, ce sommaire qui nous a été proposé par Mabrouk Chetouane de tous les sujets qu'on va traiter dans l'émission. Désolé. Et on reviendra sur ce sujet de l'emploi, mais peut-être d'abord sur ce bilan marché-action à mi-année, sans mauvais jeu de mots, parce que la thématique ISR vous est chère, mais tout est au vert finalement. Oui, ce que je dirais, c'est qu'on a fait en 6 mois plusieurs années de marché boursier, en fait, en une seule année. Au-delà de l'ampleur, effectivement très importante, 17%, entre 15 et 20% suivant les marchés, avec une rotation importante. Oui, c'est quand même un peu la petite nouvelle par rapport à ce qu'on avait pu connaître les années précédentes, où c'était quand même assez monolithe, les valeurs de croissance, les tech, le luxe en Europe, et puis voilà. Donc ça avait un peu biaisé la vision qu'on avait des marchés, parce qu'on avait des marchés visiblement euphoriques, sur des niveaux très élevés, avec des différenciations très importantes. Là, on a eu une rotation, et en même temps, c'est pas vraiment une rotation, parce qu'en fait, les valeurs dites de croissance ont plafonné pendant quelques semaines, puis là, elles sont reparties. Oui, c'est ça. En fait, on est retourné sur d'autres valeurs, mais on n'a pas quitté finalement les valeurs de croissance. Voilà, c'est ça. C'était un petit arbitrage qui était quand même pas très très violent, mais enfin qui était aussi logique, parce que si on reprend le secteur bancaire, par exemple, qui était très à la peine depuis des années, il suffisait de pas grand-chose pour le faire repartir très fortement en bourse, puisque les niveaux atteints en pondération étaient quand même finalement assez faibles. Donc ça, c'est quand même la première chose. La deuxième chose, moi, l'élément un peu, on va dire, de choc de marché, enfin positif, un choc positif, c'est l'élection de Biden, et dans la foulée, une succession de plans énormes qui ont joué aussi sur ces histoires de rotation avec les anticipations. Une succession d'annonces de plans, voilà, après on rentre dans le concret effectivement en ce moment. Mais à la limite, c'est comme ce qui s'est passé sur les marchés aussi, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises qui ont profité de la période parce qu'elles étaient dans le bon segment de marché, ont capitalisé là-dessus, ont reçu beaucoup de capitaux, ont fait des chiffres d'affaires extrêmement importants, ont préservé leurs marges, tout va bien. Et les autres ont été quand même largement soutenus, ce qui fait qu'on a pu enjamber gentiment la crise en se disant maintenant on repart, il y a des plans, on est parti sur une visibilité assez forte de plans, donc les marchés sont partis à fond dans ce schéma-là. Après, moi, ce que je me dis, c'est que pour la suite, il y a deux choses à avoir en tête dans mon esprit. C'est la première, c'est qu'on a créé. Il y a eu beaucoup de déséquilibres qui sont apparus pendant la crise. Des secteurs à l'arrêt, d'autres qui n'ont pas du tout souffert. Donc, bien sûr, qui ont été accélérés par la situation. Il faut que tout ça se recale. Donc ça, c'est quand même pas évident. L'effet de bord par rapport à ça, c'est ce qui s'est passé sur les matières premières, avec un stop and go énorme. Et puis, quand vous êtes producteur de cuivre ou de pétrole ou quoi que ce soit, c'est pas un bouton off-on. Oui, bien sûr, ça met du temps. Voilà, et donc ils avaient désinvesti dans beaucoup d'endroits, plus ou moins arrêté les productions ou au moins arrêté les explorations. Donc on se dit maintenant si l'économie repart. Donc c'est pareil, ça crée des engorgements, puis il y a des petits malins qui en profitent sur le transport. Si on faisait le calcul des containers, on s'apercevrait qu'il en manque quand même un certain nombre. Ils n'ont pas disparu, il n'y a pas eu de guerre. Donc ça n'est pas que des désengorgements. Il y a peut-être un petit peu de volonté. Mais ça joue quand même parce que il y a des endroits où ça fait un peu monter les prix. Donc je pense que il faut recaler tout ça. Pareil, on parlait de l'emploi très rapidement. Il y a eu, on a vu aux États-Unis, on sait en Europe de ce qu'il en est quand on finance un peu des chômages partiels, etc. Le retour à l'emploi est pas évident parce que ça peut être une période de prise de conscience qu'on peut faire autre chose, qu'on a envie de faire autre chose, qu'on a de nouveau les possibilités de faire autre chose quand on était sur des métiers qui plaisaient moyennement avec des salaires assez bas. Donc tout ça, ça crée un déséquilibre. Même chose sur l'inflation. Ça crée des tensions d'inflation, et d'ailleurs qui sont essentiellement américaines, parce qu'on avait les chiffres européens. Effectivement, on a montré en introduction que effectivement, c'est pas énorme, les chiffres. L'inflation est peut-être un sujet dans les deux zones géographiques, mais pour des raisons différentes. Et puis, pour le moment, en zone euro, c'est pareil, il y a des endroits, il y a des pics, et puis on n'a pas forcément le même calcul, mais en tout cas, ces choses-là vont se calmer. Et après, c'est quand est-ce qu'on revient à une situation normale. Si on revient à une situation normale, si on revient à notre
croissance potentielle classique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on va être un petit peu déçu, quoi. Donc c'est aussi, on va peut-être traverser une période comme ça de quelques semaines, quelques mois de réajustement dans les anticipations, parce que l'euphorie peut pas durer éternellement comme ça. Puis on voit bien que les États aussi, à un moment donné, ils vont se poser des questions de reprendre ou au moins de ralentir ces budgets ou de les concentrer sur des choses plus précises. Donc un pic d'euphorie finalement sur ce premier semestre, et oui, on serait arrivé au pic de cette euphorie, et là il faut s'attendre finalement à un retour à la réalité, un réajustement. Oui, alors après ça peut faire comme ce qui s'est passé sur les valeurs de croissance, c'est que finalement on fasse ce qu'on appelle, nous, notre jargon, ce que veut rien dire d'ailleurs, une consolidation à plat, c'est-à-dire un marché qui yoyote pendant des semaines et des semaines sur des niveaux moyens, moyen par rapport à ce qu'on pourrait espérer Bien sur sûr, la suite, qui ne se reproduisent pas. On ne va pas refaire 17%, je pense, sur le prochain semestre. Et qu'on fasse comme ça un peu de taux ondulé pendant quelques semaines, le temps que on se reprojette sur quelque chose qui soit un peu différent, peut-être une normalisation aussi sur les taux, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui peuvent un peu calmer les marchés, plus, là, on n'en parle même plus, parce que je suis un expert en épidémiologie maintenant, mais on n'en sait rien de ce qui va se passer sur le vaccin. Oui, bien sûr. Il y a effectivement le sujet du ou des variants. Bon, là, en l'occurrence, actuellement, c'est le variant Delta, mais bon, il y a eu le variant, il y a eu d'autres variants. Juste un autre point qui peut aussi quand même à un moment donné, alors, je sais pas, peut-être tu vois autre chose, mais je pense que cette différenciation qu'on a eue, on s'est paradoxalement dans une crise qui était mondiale, on s'est tous recentrés sur notre zone, notre pays, et les grands pays occidentaux. Mais là, en termes d'investissement, vous voulez dire, ou de manière plus générale? Oui, bien sûr. Que, il y a quelques semaines, on a revu un peu venir des thématiques. Oui, d'économie locale, de réintégrer la production au niveau national. Il y a des endroits où ça va pas du tout. Et on va pas sortir de cette période. L'Europe, les États-Unis, on se demande comment est-ce qu'on va revenir à la normale après un pic d'euphorie. Vous allez en Amérique latine, vous allez en Afrique, vous allez dans pas mal de pays d'Asie, l'Inde en particulier, où on n'est pas du tout dans une problématique de reprise et d'euphorie. Oui, c'est vrai que là déjà, on voit ça via le biais des marchés actions et des marchés actions occidentaux, européens ou aux États-Unis, effectivement, mais ça n'est pas révélateur de la réalité économique mondiale. Ce recalage, il peut quand même, à un moment donné, on peut se dire, oui, c'est quand même des pays qui drivaient la croissance précédemment. Les BRICS, plus personne n'en parle. Bien sûr, les fameux émergents voilà, je pense que ça, c'est... Il y a une nécessité pour avoir une espèce de croissance mondiale un peu vertueuse, d'avoir effectivement des zones qui ne sont pas en souffrance, parce que sinon, effectivement, là, on a une dichotomie très très forte entre les pays vaccinés, ou du moins qui ont accès à une vaccination à grande échelle, et des pays qui sont encore obligés, on l'a vu avec certains pays d'Asie du Sud-Est, qui reconfinent, parce que pas le choix finalement, parce que exposés effectivement à une reprise épidémique et ne disposant pas effectivement des moyens médicaux et financiers permettant effectivement une vaccination à grande échelle. Et donc on ne peut pas se permettre non plus, mais c'est valable pour beaucoup de choses, donc d'avoir d'un côté des moteurs de croissance historiques comme les pays émergents qui sont aujourd'hui en pleine crise en quelque sorte, et d'avoir finalement des économies européennes et américaines qui voient entre guillemets des rebonds mécaniques, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là encore une fois, on ferme, on rouvre, mécaniquement, la croissance va être positive. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? On est dans une économie aujourd'hui mondialisée. On a beau effectivement crier un peu sur tous les toits qu'on veut relocaliser, mais ça, en l'occurrence, là, il faut être réaliste aussi et raisonnable. On ne va pas relocaliser des centaines de milliers d'emplois en France du jour au lendemain. Ça va prendre beaucoup de temps. Il y a le temps de l'annonce, après il y a le temps de la volonté politique, après il y a le temps de l'action. Donc, de l'exécution. Et on a bien vu qu'avec ne serait-ce qu'un vaccin, c'était compliqué d'exécuter. Alors avec une relocalisation industrielle, une logique en tout cas, c'est encore plus compliqué. Et donc, in fine, il va falloir composer avec, si je puis dire, ces pays qui ont besoin, qui sont des appuis en matière de croissance. Et si ces pays-là vont mal, globalement, il est vain de croire que l'économie mondiale ira bien. Donc on a besoin effectivement de diffuser. Et c'était la volonté de Biden, et ça a été repris par le président Macron, aujourd'hui de diffuser ces vaccins au plus grand nombre. Mais ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire qu'on a vu la Chine repartir la première et finalement rentrer dans cette phase un petit peu de consolidation, les États-Unis en fait prendre le même chemin et l'Europe également, et qu'il faut qu'on attende
que ça aille jusqu'aux autres pays émergents ou qu'on accélère et qu'on fasse partie de cette accélération? Soit on raisonne de manière séquentielle en disant bon, la Chine est repartie, donc ça ralentit, les États-Unis sont en train de ralentir, l'Europe est en train de repartir, ça va ralentir quelque part au T3, T4, mais ça limite c'est attendu. Et finalement, peut-être que 2022, il va falloir envisager une diffusion effectivement vaccinale à la plus grande échelle au niveau mondial, au niveau des émergents, pour leur permettre justement d'asseoir les conditions d'une reprise pas chaotique justement. On n'a pas besoin effectivement de mouvements erratiques, ni les marchés, ni les économies, ni qui que ce soit. Et donc, in fine, on va peut-être réfléchir en 2022 à un moment donné à se dire quelles conditions doit-on réunir pour pouvoir permettre à ces pays-là de pouvoir repartir de manière saine et sereine. Et il n'y a pas d'autre possibilité. À un moment donné, la solidarité mondiale doit effectivement opérer. Et on ne peut pas imaginer effectivement sortir d'une crise mondiale en étant aussi fragmenté que le monde ne l'est aujourd'hui. Et surtout que on voit, alors effectivement, on peut en parler dès maintenant. Si on prend ça via le prisme du plan de relance européen, il y a quand même eu un autre sujet qui est quand même dont le fait d'en parler a été très accéléré, c'est ce sujet de l'investissement ISR, de la transition, ou en tout cas l'investissement ISR pour financer cette transition énergétique, pour financer pour faire face aux enjeux climatiques, qui est là un sujet, j'ai envie de dire de demain, mais en fait d'aujourd'hui et presque d'hier, Alain Pitous, et où là aussi il va falloir une réponse mondiale. Donc on est finalement face à des enjeux où, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'en fait il ne faut pas forcément raisonner en termes d'Europe, États-Unis, Chine, mais de raisonner de manière beaucoup plus globale en fait sur tous les enjeux qui attendent les économies demain. En fait, pour moi, je vais tirer une leçon de la crise qu'on vient de traverser, c'est que bien évidemment on a des frontières, on a des réglementations locales, on a de la fiscalité locale, etc. À un moment donné, il va falloir se poser d'autres questions parce que les enjeux ne sont pas du même ordre et de la même problématique à plus ou moins long terme. On s'est rendu compte que les virus ne s'arrêtaient pas aux frontières et on imagine que les hausses de température non plus. Mabouk le disait, on voit bien, pour régler un problème de pandémie mondiale, il faut des vaccins. Et puis, alors effectivement, on vaccine les gens de notre rue avant de commencer à vacciner les gens du pays d'à côté. Probablement, c'est un peu logique aussi, quoi. Mais heureusement qu'on était dans quelques zones quand même qu'on a pu travailler comme ça, parce que les réponses sur les problèmes graves doivent être prises de manière mondiale. Et la problématique du climat et de cette transition, moi j'appelle ça la transition juste, c'est-à-dire que ce que veut faire l'Europe, c'est tout simplement de faire en sorte que les flux d'épargne, plutôt qu'aller sur des actifs qui demain sont condamnés, ils accompagnent des investissements sur des supports et des financements et des transitions. Mais le sujet, c'est vraiment, il faut bien avoir ça en tête, c'est que l'Europe est aussi en train de travailler sur des problématiques d'accompagnement social. Parce que un îlot de prospérité dans un océan de misère, ça ne peut pas fonctionner. Bien sûr. Donc on en revient finalement à la même problématique décrite par Mabouk, effectivement. Mais ça sera pareil sur le plan financier et ça sera pareil sur le plan des investissements. C'est qu'à un moment donné, et le plan alimentaire, c'est-à-dire qu'on a des sujets terribles qui sont devant nous. Parce que quand nous, on a des problèmes d'alimentation et d'agriculture, dans certains pays, c'est un problème de famine. C'est-à-dire que c'est une statistique, vous allez la regarder, parce que j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec des collègues sur ce sujet, en leur disant, effectivement, la pauvreté a baissé dans le monde depuis 20 ans, mais on se retrouve depuis 5 ans, et c'était avant la crise pandémique, avec un niveau de famine qui réaugmente dans le monde. Ce n'est pas possible de tenir comme ça très longtemps. Donc, alors au début, ça fait quelques titres dans les journaux, mais à un moment donné, ça devient physique pour la planète. Donc, ce genre de problème, il va bien falloir les adresser. Et il y a bien des pays, il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas l'adresser tout seuls. Donc, c'est des sujets qu'il va falloir mettre sur la table et puis admettre que l'économie doit être probablement sur certains aspects administrée, et puis d'autres, il faut gérer ces flux financiers. C'est le schéma du plan européen, c'est-à-dire que oui, c'est ça. Où là, pour le coup, on a mis sur la table pour tous les pays de la zone euro un enjeu avec une réponse commune. Bon, on a effectivement entendu. Mais c'est ça, en fait, le sujet, c'est qu'il est double le plan européen. Il est un budget, et on voit bien que c'est difficile de mettre en place des flux budgétaires à l'échelle européenne. Il faut se mettre d'accord, etc. Mais l'autre enjeu, et ce que fait l'Europe,
l'Europe, c'est qu'elle oriente les flux financiers. Oui, et ça, et c'est l'épargne. C'est quoi? C'est 46%, alors ça c'est du budget, en tout cas du plan de relance français, 46% adressés directement pour faire face aux enjeux climatiques. Donc ça va quand même dans le sens de cette... Bien sûr, mais le relais, parce que on voit bien qu'il a fallu une grosse crise quand même pour que ce budget soit mobilisé pour cette transition juste. Attention de ne pas oublier ça. En fait, il a fallu une crise effectivement pour qu'on se mette d'accord au niveau européen et en plus pour aller vers pour accélérer dans cette transition-là. L'autre truc, toute la réglementation, elle va dans le sens de on va arrêter les financements de pas verts, on va dire, pour faire simple, pour faire vraiment très caricatural, pour aller vers du vert clair, gris clair, pour aller vers du vert clair et du vert foncé quand même. Hein. Et ça, je pense que dans beaucoup d'esprits, c'est pas encore tout à fait présent, mais c'est pourtant ce qui va se passer. En fait, au-delà de l'investissement vert, c'est essayer d'investir dans des entreprises qui n'apportent pas ce qu'on appelle en économie des externalités négatives. C'est ça, oui, en gros, au-delà de l'idée de verdir les économies, si on va essayer de qu'elles soient moins marrons, si je puis dire. Donc, les rendre durables. Très coloré cette émission. Voilà. Donc, mais en fait, toute cette thématique-là, ça renvoie tout ça un truc très simple en théorie économique, qui renvoie à la théorie des jeux, c'est des équilibres coopératifs et non coopératifs. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on est dans un équilibre non coopératif, clairement. On a plutôt intérêt, certains acteurs ont intérêt à voir des pays bouger leur ligne. On voit que l'Europe est assez proactive d'ailleurs sur beaucoup de dossiers d'ordre sociétaux. Donc aujourd'hui d'ailleurs encore, on a une réunion à Paris à ce sujet et sur des questions environnementales. Et on sait qu'on ne peut pas résoudre effectivement la question si on travaille de manière locale. Il faut travailler de manière globale, un équilibre général en quelque sorte qu'il faut travailler. Et on nous apprend en théorie des jeux que si un équilibre non coopératif est forcément sous-optimal. Et aujourd'hui malheureusement, il faut qu'on sorte de ce schéma-là d'équilibre non coopératif. Il faut qu'on arrive vers plus de coopération au niveau mondial, que ce soit au niveau vaccinal, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau sociétal, voilà, et fiscal. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les Américains, qui étaient très éloignés depuis 40 ans finalement de cette thématique coopérative, sont en train de changer un peu la donne avec effectivement l'administration américaine présidée par Joe Biden. Bien sûr. L'impôt mondial, effectivement. Alors certains disent que oui, mais à quoi ça sert finalement de faire payer des impôts quand on verse des subventions à côté? C'est vrai. Donc ça peut être un comportement stratégique derrière. Mais en même temps, c'est la première puissance économique mondiale qui propose aujourd'hui effectivement de faire payer un impôt au niveau global, au niveau mondial à toutes les entreprises. Et ça, c'est quand même une avancée, certes mineure, mais une avancée quand même significative pour essayer de changer déjà de paradigme. Et peut-être qu'effectivement, ça amorcera une nouvelle impulsion qui facilitera la transition vers un monde, entre guillemets, un peu plus vertueux et durable. Alors là, on a évoqué des sujets donc très collectifs au niveau mondial. Je vous propose de revenir sur un sujet peut-être très macro, mais ciblé sur les États-Unis. Cette statistique de l'emploi, finalement, pourquoi est-ce qu'on la regarde et pourquoi est-ce qu'on la regarde au niveau mondial? Parce que ça a potentiellement une incidence sur la politique monétaire de la Fed et que nombreux sont les marchés financiers à regarder la politique monétaire de la Fed. Marbrouk Chetouane, vous nous disiez en début d'émission du coup que le pic de croissance aux États-Unis était passé, était derrière nous. Pour autant, les gens ne retournent pas travailler. Alors il y a effectivement, ou en tout cas il n'y a pas suffisamment de création d'emplois aux États-Unis. Alors on a parlé effectivement de ces subventions qui peut venir expliquer, de secteurs en fait qui ont vu les gens trouver d'autres activités et qui peinent à réattirer. Mais quand même, quand on regarde, en fait, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas finalement? L'économie est repartie. Il y a des liquidités pour les entreprises, mais on n'arrive pas à créer des emplois parce qu'on n'arrive pas à trouver finalement de gens pour travailler. Alors il y a quand même un enseignement dans chaque crise aussi. La crise de 2008 a mis en exergue ce qu'on appelle les effets de flexion. Il y a des gens qui sortent du marché du travail pour différentes raisons. Donc on a constaté aux États-Unis par ailleurs une diminution de la mobilité. Les Américains sont très mobiles d'un État à un autre. Et on a vu que la crise de 2008 avait un peu fragilisé ce schéma. Il y a toujours, in fine, dans une crise, en plus une crise d'une telle ampleur, il est très compliqué, entre guillemets, de revenir à la normale immédiatement. Donc globalement, il y a des ajustements à se faire. Des secteurs qui sont en difficulté, qui ne parviendront pas à réembaucher immédiatement, d'autres secteurs qui sont plus avancés. Donc, globalement, on ne peut pas retrouver un niveau d'emploi ou un niveau de chômage ou un niveau de taux de participation au taux d'emploi, parce que c'est aussi d'autres métriques qui sont importantes à regarder, de celles qui prévalaient avant la crise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors,
Le rapport sur l'emploi ADP n'est pas forcément celui qu'on regarde le plus. Non, bien sûr, c'est celui de vendredi, effectivement. Mais bon, ça donne une première estimation qui n'est pas toujours corrélée, effectivement. Voilà, un peu plus volatile, etc. Mais il y a quand même de l'information à prendre. Déjà, donc, la création d'emplois par rapport au mois dernier est en baisse. Donc ça, c'est le premier point. Donc là aussi, on ne peut pas non plus rester sur un rythme d'emploi qui, entre guillemets, est celui qu'on a connu il y a quelques mois, puisqu'encore une fois, on était en pleine recovery. Le pic, manifestement, de création d'emplois est un peu derrière nous. Bon, on reste au niveau élevé, mais ce qui est très important de regarder aussi, c'est la durée pendant laquelle les gens restent au chômage aux États-Unis. Et on s'aperçoit que ça monte, ça n'arrête pas de monter, en fait. Oui, et en dépit, donc en fait, ça veut dire en fait qu'on a une espèce de mismatch qui est en train d'un appariement qui s'effectue pas très bien entre l'offre de travail et la demande de travail aux États-Unis. Donc ça, c'est des ajustements suite à une crise très forte qui nécessite du temps. Et globalement, c'est ce que joue la Fed aussi. La Fed dit, de toutes les manières, tant que le marché du travail n'est pas revenu à son état pré-crise ou un état voisin de celui qui était avant la crise, il est urgent d'attendre, si je peux employer cette expression que je n'aime pas trop, mais globalement, c'est pas la peine de resserrer tout de suite, globalement. Et donc, c'est un peu le sens de la communication, il y a un peu à boire et à manger là-dedans, mais ce que regarde la Fed fondamentalement, c'est pas tant le taux de chômage, certes qui diminue, enfin qui va encore diminuer, non, c'est le fait que la reprise soit globale et que toutes les couches de la population, effectivement, et toutes ces couches ne bénéficient pas effectivement du retour à l'emploi. Certains qui étaient déjà au chômage, aux États-Unis, on considère que vous êtes un chômeur de longue durée passé 4 mois. Donc en Europe, effectivement, ça fait un peu rêver, notamment en France, mais globalement, le nombre de chômeurs qui dépassent cette durée effectivement de chômage augmente, alors même finalement qu'on a un problème de recrutement, alors même qu'on a un taux de chômage qui baisse, alors même qu'on a des créations d'emplois. Donc ça montre qu'il y a quelque chose, une espèce de rupture qui s'est produite sur le marché du travail et que pour le moment, l'économie américaine n'est pas encore totalement remise. Et ça arrive dans un contexte où finalement on pressent que le pic d'activité, enfin vraiment le pic de croissance finalement, et quelque part va se situer au deuxième trimestre. On ne va pas pouvoir accélérer plus au troisième trimestre. Et donc, in fine, ça rend compliqué finalement le pilotage de la politique monétaire. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas un étau pour la Fed entre d'un côté l'inflation qui progresse, la reprise économique effectivement qui est là, et d'un autre côté, il n'y a pas tous les bénéfices finalement de cette reprise économique. Encore une fois, la problématique de l'inflation, encore une fois, mais tout le monde l'a discuté, temporaire versus permanent. Oui, c'est un débat qu'on n'aura pas forcément ici parce qu'on a déjà beaucoup entendu. Voilà. Mais bien sûr. Mais globalement, les postes d'inflation qui reprennent sont ceux qui vont manifestement être liés au service et à la réouverture. Donc on a eu d'autres postes qui ont repris. L'effet de base va se résorber, etc., etc. Donc on n'est pas sur une thématique d'inflation permanente, en principe. Donc que va faire la Fed en principe? Elle va monitorer l'état du marché du travail principalement. Et c'est ça qui va déterminer la conduite de sa politique monétaire. L'inflation, elle s'est, entre guillemets, enfermée dans une espèce de ciblage moyen de l'inflation qu'elle n'a pas précisé, ce qui est une erreur à mon sens. Et donc c'est pour ça qu'à la limite, elle va essayer de passer sous le tapis ce sujet. Alain Pitous, même question, même réaction. Alors effectivement, ce n'est pas les chiffres les plus regardés par les marchés, mais c'est quand même une première estimation. C'est cette enquête ADP, peut-être pour venir compléter ce que nous disait Mabrouk Chetouane. Ce que je dirais, moi, c'est que les secteurs les plus touchés par la crise, qui ont dû faire partir plein de leurs salariés, sont aussi ceux maintenant qui ont le plus de mal à recruter. Ouais. Et je pense, et ça va être à voir dans les mois qui viennent, c'est à quel niveau de salaire ils vont devoir remettre les offres pour que les salariés quittent une situation pour revenir travailler. C'est ça, donc un risque d'augmentation des salaires, effectivement. Alors ça, bon, comme disait Mabrouk, c'est pas un risque. J'ai pas l'impression que ça soit un risque très élevé, mais enfin, pour certains secteurs... Non, mais ça joue sur l'inflation, donc quand on parle de l'inflation, on explique pour certains que secteurs, ça peut jouer un petit peu. Mais plus globalement, moi, ce que je dirais, c'est que quand même, il peut y avoir dans les années qui viennent, alors c'est au-delà de l'inflation, c'est une problématique de répartition, on le voit bien avec ce que veut faire Biden sur la fiscalité, c'est quelque chose qui va peser sur les marges. Donc il y a quand même plusieurs actions comme ça de ce type-là qui vont peser sur les marges. Et on voit aussi les GAFAM dans le monde entier qui sont un peu quand même sous revue de leurs activités pour calmer le jeu de ces tentations d'être très monopolistiques. Oui, et on voit les autorités de la concurrence diverses dans tous les pays. Il y a quand même donc certains secteurs qui vont être un peu marqués par le fait qu'il va falloir augmenter les salaires pour faire revenir les gens, pour qu'il y ait un peu de sens à revenir travailler. D'autres
qui sont sous pression fiscale, d'autres qui sont sous pression de la compétition, des supports anticoncurrentiels qui vont essayer de leur mettre un peu de pression. Donc tout ça, ça peut quand même à un moment donné aussi peser sur les marges. Et puis on le voit, toutes les réglementations qui sont en train d'être mises en place. On en parlait tout à l'heure sur les budgets, la réglementation qui va pousser à donner plus d'informations, à verdir, à durabiliser ces investissements. À court terme, ça pèse quand même un peu sur les marges, malgré tout, quoi qu'il en soit. Après, est-ce qu'on peut le réimputer sur les clients ? Ça peut être de nature, effectivement, à jouer un petit peu sur... Dans une période où il y a toujours un peu ce flou dans les quelques trimestres qui arrivent sur la visibilité qu'on peut avoir de la croissance et des marges des entreprises, quoi. Donc tout ça est un peu... le temps que ça se remette en place, il y a un petit peu de flottement qui peut arriver sur les marchés. C'est quand même, par rapport à ce qu'on a connu, on est quand même bien payé en ce moment, quand même. Un petit point très rapide quand même sur ce sujet-là, c'est que cette notion du coup de transition énergétique et donc d'investissement ISR, même si c'est effectivement, on le sait, une demande de beaucoup d'investisseurs et même une demande du grand public, ça peut avoir un impact à court terme quand même sur les marges des entreprises, et donc ça va se normaliser, mais on est là on parle du court terme, pas du moyen ou du long terme. À partir du moment où vous installez des normes, c'est forcément un coût. Alors après, ce coût, normalement, il est censé se retrouver plus tard. Mais moi, je dirais qu'il y a un autre coût de la transition, c'est que il y a là aussi par la réglementation, puis par les demandes des investisseurs, il y a 2 ans, tout un tas de demandes, on n'en entendait absolument pas parler. Oui, bien sûr. Parce que voilà, c'était pas un sujet. J'ai eu le débat sur d'autres plateaux où on parlait de la transition. Oui, on va y aller, mais il y a encore besoin de pétrole, machin. Enfin, regardez ce qui se passe. Regardez le rapport de l'AIE, il est très clair. Il faut accélérer très fortement. Et l'espoir de passer du pétrole, on va quitter le charbon, puis on va aller sur le pétrole, et puis après on va aller sur le gaz, et puis après on ira sur je sais pas quoi, et on va maintenir le nucléaire, etc., avant de passer aux énergies renouvelables. Mais ce scénario-là, il tient pas la route par l'accélération qu'il y a en ce moment du réchauffement climatique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette transition, elle a un coût des entreprises qui vont jouer le jeu, qui vont investir. Donc tout investissement est dangereux. Hein, donc à partir de là, vous risquez trop bien de vous retrouver avec un investissement qui n'aura servi à rien. Par contre, ce qui est, on évoquait et on parlait des couleurs, ce qui est brun et ce qui est brun foncé et tout ça, ça va prendre une balle dans la tête, et il ne faudra pas en avoir dans les portefeuilles quand ça va craquer. Regardez, tout ce qui est coté lié au charbon a pris une grosse gamelle en bourse, voire a fait faillite aux États-Unis pour les endroits où on avait de la visibilité. Si vous appliquez ça aux majors du pétrole, il y a quand même beaucoup d'investissements qui ne vont plus rien valoir. Alors pas dans 6 mois, peut-être que le pétrole il va passer à $100. La transition ne se fera pas non plus dès demain. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faut que ce soit plus rapide, et il faut s'attendre à ce que ce soit plus rapide. Le problème, c'est que les investisseurs, ils vont aller plus vite que... C'est ça, c'est les investisseurs qui donneront le rythme. Oui, c'est eux qui vont dire moi je veux plus de pétrole dans mes investissements. Et puis comment vous faites dans ces cas-là ? Il y en a plein les benchmarks. Donc vous voyez, on est dans une période qui va être de... Oui, mais avec ce questionnement de l'investisseur dit je veux plus de pétrole dans mes investissements. Non, mais c'est pas encore aujourd'hui à ce point-là. Mais aujourd'hui, ils veulent pas de charbon. C'est déjà ça. Imaginons, mais derrière, donc du coup, très bien, on vous met du panneau solaire ou de l'éolienne, mais là pareil, il faut des matières premières pour les créer. Et ça, par contre, on n'appuie pas sur un bouton on/off pour reprendre. Il y a quand même aussi un peu d'éducation à faire là-dessus. C'est que une éolienne, ça fonctionne avec du cuivre. Du cuivre, effectivement, le bilan carbone du cuivre, il est absolument désastreux. Produire, tout vouloir passer au tout électrique, c'est pas possible dans les conditions actuelles. Effectivement, notre mix énergétique, je parle seulement de la France, sûr, et encore la France, on est très bien lotis. Donc d'autres pays, c'est inenvisageable, à moins effectivement de construire des centrales à charbon de partout. Donc à un moment donné, la réalité effectivement de vouloir tout verdir va se heurter à une réalité économique. Donc on peut pas non plus exiger d'avoir un portefeuille tout vert, au risque effectivement d'engendrer finalement des ruptures qui vont être très très fortes sur le plan macroéconomique. Donc les choses prennent... C'est un peu le risque quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une période de gens qui vous disent comme ça... Parce que les grands investisseurs, eux, leur problème, c'est de raisonner à 20 ou 30 ans. Oui. Et dans 20 ou 30 ans, ils vont pas ajuster, c'est aussi des gens qui peuvent pas bouger leur portefeuille à la minute, mais par contre, ils sont très puissants. C'est-à-dire que le jour où ils désinvestissent, où ils arrêtent simplement de supporter ces investissements-là, ouais. Vous savez, il y a eu des rapports qui sont sortis sur les banques et leur bilan, c'est-à-dire que si ça valait zéro, tous leurs investissements et toutes leurs aides, tous les crédits qu'ils accordent à ce secteur-là, ça couvre pas ils sont hors ratio, quoi. Donc, toutes ces problématiques-là, on va les avoir à un moment donné. Et le marché, quand vous êtes gérant, quand il y a un risque, même un risque potentiel que d'autres prennent en compte, vous êtes obligé de le prendre en compte. Donc il y a cette problématique qui n'est pas cohérente avec peut-être la macroéconomie.
sauf à faire des choix qui sont très importants de ralentissement. Donc, mais donc avec cette idée de pédagogie ou avec cette idée d'urgence peut-être plus prégnante chez les investisseurs. Mais il y a en fait un acteur qui peut effectivement changer complètement la donne, c'est la puissance publique. Et sans volonté forte, je ne parle pas effectivement d'organiser des sommets, parce qu'on a bien vu ce que ça donnait aujourd'hui, d'organiser des sommets, s'il n'y a pas une notion finalement de pouvoir public qui intervient de manière un peu coercitive par ailleurs, il ne se passera rien. Il faut être lucide. La finance peut être effectivement puissante pour réallouer des capitaux, d'accord, mais sans volonté politique, il ne pourra pas effectivement se passer grand-chose. Je trouve que les choses, là aussi, ont bien changé en quelques temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut 3 conditions. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et là, je pense que nos grands dirigeants, globalement, ont pris conscience. Bon, après, il y a des cas, on n'y peut pas grand-chose. Pauvre Trump, des gens comme ça, qui sont laissés. Des papis, mais c'est des papis. Enfin, il faut qu'ils passent la main. Bon, bref. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a de l'argent. Parce que, il y a de l'épargne, effectivement. Puis même il y a de l'argent. Enfin, je veux dire, les banques centrales savent mobiliser des capitaux. Bien sûr, l'hélicoptère monnaie peut servir aussi effectivement à la transition énergétique. Et on sait ce qu'il faut faire. Donc après, c'est effectivement, c'est une volonté, arriver à faire les choses de manière cohérente ensemble pour le mettre en œuvre. Mais il faudra pas être brun à ce moment-là, parce que politiquement, ça passera plus. Et vous aurez pas l'assistance. Je reviens à l'actualité, parce que bon, du coup, je fais quand même le lien avec l'actualité. Ce plan de relance. Essayez de faire votre travail. Ouais, non, mais j'essaie de faire le lien avec l'actualité. Mais ce plan de relance européen, donc du coup, ça va plutôt dans le bon sens. Ça va dans cette. Est-ce que du coup, c'est de nature à. Là, on parlait d'une reprise du coup au niveau européen. Donc c'est le moment de l'Europe entre guillemets, même si effectivement on est encore conjoncturelle. Oui, bien sûr, on n'est pas. Bien sûr, mais on est donc du coup dans cette reprise en Europe. Est-ce que ça prépare finalement une Europe comme thème d'investissement avec potentiellement un petit peu d'avance sur ces sujets-là? Ce que montre ce plan européen, il montre 2 choses. Premièrement, c'est qu'on a réussi à dépasser toutes les divisions de l'Europe. Alors qu'en gros, il y a une Europe... On a progressé. On a progressé. Donc, on vient quand même de très loin. Donc, ce plan-là, avant la crise Covid, il était inenvisageable. Oui, bien sûr. C'était totalement inenvisageable de proposer quelque chose de mutualisé. Donc, on parle quand même de la zone euro qui adopte une monnaie commune, mais il était pourtant impossible d'envisager ce genre de plan. Donc, quelque part, il y a déjà un progrès. Donc, ça veut dire que s'il y a une force de frappe, là, c'est 750 milliards, c'est pas beaucoup, d'accord, mais c'est déjà quand même pas mal. Bien sûr. Et surtout, c'est que ça laisse présager finalement d'autres plans qui pourraient effectivement amorcer, du moins accélérer peut-être. C'est ça, on a ouvert la marche. Effectivement, exactement. On a montré que c'était possible. Exactement. On montre que c'est possible, on montre que les pays européens peuvent effectivement se coordonner et pour avoir une action concrète sur la transition ou sur d'autres domaines particuliers. Donc ça, en ça déjà, alors on peut discuter du montant, on peut discuter d'exécution qui ne va pas, on peut discuter du timing également. Du timing aussi, mais globalement, c'est un changement assez profond. On n'aurait pas pu envisager un tel plan il y a encore 2 ans, donc c'est pas possible. Donc, et l'autre point qui est important par rapport à ça, c'est que, et dans toute cette problématique de finances durables, de transition énergétique, etc., c'est qu'il n'y aura pas de machine arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'entendais la mode de l'ISR, la thématique de l'ISR. Les gars, il faut vous réveiller parce que... Non, on ne peut plus parler de thématique de l'ISR. C'est ça, c'est pas une thématique. De toute façon, les seuls investissements qui recevront des capitaux, c'est des investissements qui seront labellisés, je ne parle pas de label ISR, mais qui seront labellisés transition énergétique, responsable, durable. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi. Vous voyez, c'est pareil pour les fonds, pareil pour les émetteurs qui seront, entre guillemets, encore une fois, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est labellisé au sens, vous avez un label de transition et de finances durables. Et c'est ces seuls actifs-là qui recevront les capitaux de la planète entière. Donc, la messe est dite. Donc, à partir de là, on ne fera pas machine arrière. Mais alors, pas possible. De la planète entière, je rebondis là-dessus, puisqu'on parlait de timing, effectivement. C'est vrai que c'est un sujet qui touche la planète entière, mais est-ce que la prise de conscience et du coup ce moment que vous décrivez, où effectivement les investissements n'iront plus que vers de l'ISR, on sera au même moment partout? Est-ce que cette prise de conscience est au même moment partout? Non, c'est pas. Bien sûr, on n'a pas la même vision en Russie ou dans le Moyen-Orient ou dans certains pays, mais les endroits où il y a beaucoup de capitaux vont vers ça. Enfin, là-dessus, c'est absolument mécanique. Et puis, il y a d'autres choses qui font que les États vont
prendre conscience. C'est-à-dire que la Chine, moi j'ai bien aimé le discours sur la démographie. Tout le monde a évoqué plein de raisons, mais il y a peut-être une raison aussi qui est peut-être dans les têtes, c'est à force d'être fliqué comme sont fliqués les Chinois dans un pays qui est absolument adverse à toute problématique de dépollution et de transition, de décarbonation, les gens ne font plus d'enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il nous reste encore un petit peu de temps. Bon, alors on va recentrer sur cette fin de premier semestre et ce début de second semestre. Mabrouk Chetouane, en quelques mots, qu'est-ce que vous regardez? Comment est-ce que vous abordez ce semestre qui s'ouvre? Alors, ce qui frappe aussi, on a décrit l'évolution des marchés, etc., d'actifs risqués. On n'a pas parlé de l'obligataire, mais bon. Voilà, justement, j'allais y venir. Ce qui compte quand même, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec de tels chiffres de croissance, d'activité, etc., même si on est sur une phase de ralentissement, on a quand même des taux américains, du taux d'intérêt à 10 ans qui, aujourd'hui, plafonnent à 1,45, 1,50. C'est très peu. C'est très peu quand on sait qu'on va mettre en face, et les projections de la Fed l'indiquent, quasiment 10% de croissance nominale du PIB. Donc là, effectivement, il y a un gros décalage qui est en train de s'opérer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, dans un contexte par ailleurs d'émissions très fortes du Trésor américain pour financer les plans de relance, etc., qu'est-ce qui se passe? Comment on explique finalement cette faiblesse des taux d'intérêt? Donc il y a plusieurs façons d'expliquer. C'est la... Je vais essayer de dire, puis après on partagera. Non mais globalement, ce qui se passe, c'est que, et ça interpelle. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si on se dit quels sont les facteurs de risque finalement qui pourraient intervenir au second semestre, alors je ne pense pas que les taux vont remonter de manière exagérée vers 2-3%. Ça paraît hors d'atteinte. En revanche, beaucoup de volatilité sur les taux qui pourraient engendrer de la vol sur les marchés equity, sur les marchés d'actions. Ça oui, on l'a déjà vu. On a vu au mois de mars, quand effectivement il y a eu un moment donné où on a eu une crainte que la Fed resserre un peu tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? La partie nominale a continué effectivement de progresser, mais surtout la partie taux réel a progressé de manière assez substantielle. C'est ça qui a créé le dérèglement des marchés. Et en fait, ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, ce sont les taux réels. Ouais. Et dès l'instant où on va avoir une crainte, ou une anticipation ou une vision sur la trajectoire de la Fed, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui finalement on baigne dans une espèce de flou artistique concernant le comportement de la Fed, et ça convient à tout le monde. C'est ce qui explique aussi pourquoi les marchés continuent de monter. On ne sait pas ce que va faire la Fed, tant mieux à la limite. Et bien dans ce cas-là, effectivement, si on a la moindre anticipation adverse sur les taux d'intérêt réels, et là effectivement on risque d'avoir des mauvaises surprises et de se retrouver dans un scénario possiblement à la 2018, parce que Powell effectivement n'est pas non plus très fin en matière de communication, où là on peut se retrouver avec des marchés d'actions qui... Non mais le second semestre, c'est toujours un semestre assez dangereux sur les marchés d'actifs risqués. De manière générale, et donc du coup, là, peut-être encore plus en ce moment, Alain Pitous, très rapidement, 3 secondes. Pour rejoindre un peu ce que disait Mabrouk, le sujet, c'est à partir du moment où il y aura une divergence dans les politiques des banques centrales, il y a un danger qui se mettra en place sur les marchés. On ne le voit pas aujourd'hui, c'est pas flagrant. Et l'autre indicateur, ça sera les devises. Si les devises commencent à chahuter, les grandes devises, yen, euro, dollar, si ça commence à tanguer, ce sera ça les indicateurs de changement de rythme de marché. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Merci beaucoup messieurs pour cette émission dynamique, optimiste, avec parfois quand même des enjeux de long terme un peu moins optimistes. Une émission colorée également. Donc Alain Pitous, Senior Advisor ESG, et Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie et de la recherche de BFT-IM. Merci à vous et restez avec nous. Dans un instant, c'est Marché à thème. Marché à thème, on se concentre à présent sur une initiative portée par des étudiants, la Palme des jeunes actionnaires 2021, la 6e édition d'un prix créé par l'EDEC Business School, mais aussi par la Fédération des investisseurs individuels. Et on en parle avec Alix Roche, étudiante à l'EDEC et présidente du jury. Bonsoir Alix Roche. Bonsoir Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Alors racontez-nous cette Palme des jeunes actionnaires 2021, qu'est-ce qu'elle récompense? Déjà, je vous remercie. Et ensuite, effectivement, les Palmes des jeunes actionnaires, c'est un projet signé F2IC et EDEC. Ça fait depuis 2016, on est sur la 6e édition. Et c'est un projet pour les étudiants, par les étudiants, qui se concentrent sur la finance. Et donc par les étudiants qui élisent une entreprise, c'est ça? Plusieurs entreprises. Il y a plusieurs palmes, effectivement. Oui. Il y a la grande palme, si je puis dire, la palme d'or, et il y a ensuite différentes palmes, on y reviendra. Mais d'abord, la palme d'or, on va la donner, évidemment, de toute façon c'est public, c'est Air Liquide.
Liquide, mais quel est le classement en fait? Quels sont les critères que vous regardez pour élire la Palme d'Or donc des jeunes actionnaires? Alors on a une méthode qui est en 2 temps. La première, on a une méthodologie qui est quantitative, sur laquelle on va se baser sur la performance et le couple risque-rendement. D'accord. On va sélectionner avec ça 15 entreprises qui font partie du CAC 40 et du Next 20. Donc à la base, on est sur un panel de 60 entreprises. D'accord. Sur ça, on va avoir un autre screening qui est lui qualitatif, donc tout le suivi de l'actionnaire et de l'investisseur, comment il va être pris en charge là où il va mettre l'argent. D'accord. Donc sur ça, on a d'autres critères et on va avoir Air Liquide qui est cette entreprise. Bien sûr, cette entreprise gagnante du coup. Cette entreprise gagnante qui a performé sur l'ensemble des critères, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Et donc sur le côté quantitatif, donc du coup on imagine assez facilement, et sur le côté qualitatif, là on est vraiment sur la prise en charge de l'actionnaire, c'est ça? Exact. En fait, Air Liquide, pour être très clair, se différencie par, on va dire, 2 grands thèmes. Le premier, c'est qu'il se concentre sur des axes de développement nouveaux, qui sont complètement d'actualité. On est sur la santé, la technologie, ça intéresse et ça fonctionne. Ensuite, ils ont un autre truc qui est quand même super sympa et sur lequel nous, on se concentre beaucoup, c'est l'actionnariat individuel et surtout les jeunes. Et ce qui est sympa chez Air Liquide, c'est qu'ils font des interventions dans les jeunes générations, que ce soit au lycée ou dans les grandes écoles ou universités. D'accord, donc ils viennent voir les actionnaires, les jeunes actionnaires individuels ou les futurs jeunes actionnaires individuels là où ils sont finalement. Complètement. Et là se pose un problème de manière générale qui est donc l'accès à l'information et la pédagogie et l'éducation financière. Bien sûr, Et eux viennent directement apporter l'information, qu'elle soit précise, concise. Et c'est vraiment utile pour nous parce qu'on est dans un marché et dans un monde où l'information vient de tous les côtés. Et donc parfois avec un petit peu de mal à comprendre effectivement quelles sont les différentes informations. Donc en fait c'est cet effort fait par Air Liquide pour vulgariser et pour accompagner finalement ces investisseurs, donc vulgariser l'information financière et accompagner ces investisseurs et ces actionnaires qui a séduit du coup les jeunes actionnaires. C'est ça, exactement. On est sur une génération qui est séduite par le fait qu'il y a un vrai engagement vert, un engagement de long terme d'investissement. Et donc c'est aussi à la fois un risque mais aussi une sécurité. Alors là on parle de la Palme d'Or, mais il y a plusieurs palmes. Il y a la palme de la communication, de la pédagogie, de la performance, et il y a la palme coup de cœur étudiant et la palme verte. Alors la palme verte, on y reviendra juste après. Peut-être un mot sur la palme coup de cœur étudiant, puisque finalement en fait là cette Palme d'Or, c'est donc un jury au sein de l'association La Palme des jeunes actionnaires. La palme le coup de cœur étudiant, le fonctionnement est un peu différent. Exact. On a fait un sondage. Ça fait déjà 2 ans que ça fonctionne très bien. D'accord. Et on aime bien parce que c'est objectif. On est sur une trentaine d'écoles qui ont voté, des facs, des BTS, des prépas. On est sur vraiment un panel de jeunes qui est extrêmement objectif de tous les milieux. D'accord. Et on a donc comme gagnant Ubisoft, comme vous le savez. Ubisoft, oui. Mais même question, quels critères? Pourquoi Ubisoft? Parce qu'on imagine que là, c'est quoi? C'est plus du qualitatif, du ressenti des actionnaires ou des investisseurs. Oui. Il faut être actionnaire d'ailleurs pour répondre au sondage? Non, donc c'est vraiment du ressenti finalement des différentes entreprises cotées. C'est ça. Il y a une sélection quand même qui est faite avant? La même que la première, c'est-à-dire quantitative. Finalement dans les 15 entreprises à qui on remet telle ou telle palme. Exactement. On prend les 15, on leur dit sur laquelle vous choisirez le plus d'œuvres. Et là sur Ubisoft, donc du coup c'est un sondage, donc il y a Ubisoft qui ressort. Vous avez vous des retours sur pourquoi Ubisoft sur le coup de cœur étudiant, ou c'est juste que c'est celle qui ressort comme ça du sondage? En fait, il faut savoir qu'il y a eu l'affaire GameStop et je pense que ces boîtes qui sont dans le cœur de la technologie et qui sont dans l'actualité séduisent les jeunes. On est sur des entreprises qui se renouvellent, qui vont de plus en plus loin, qui prennent l'avenir en main. Et donc forcément, au bout d'un moment donné, ça paye. Et alors justement, en parlant d'avenir, il y a une nouvelle palme qui a fait son entrée cette année. Donc je rappelle que c'est la 6e édition. C'est la Palme verte qui récompense une entreprise dont la stratégie s'inscrit donc dans une mesure de développement durable. Alors celle-là, elle n'a pas encore été remise. Non, on ne sait pas encore qui a gagné la Palme verte. Exactement. En revanche, donc du coup, ça met quand même en avant cette volonté d'investissement ISR et de transition et cette conscience finalement de transition énergétique auprès des jeunes actionnaires du coup également. Exactement.
On a une vraie prise de conscience au niveau des jeunes. On est sur un monde où aujourd'hui, il faut changer les choses. D'accord. On sait que l'investissement vert, c'est au-delà d'un investissement vert, on est au-delà des rendements, on est sur un parallèle entre les valeurs d'une entreprise et soi-même. On n'investit pas seulement son argent, on s'investit en tant que personne et comment on va pouvoir changer les choses dans une société et plus largement sur le marché de l'emploi, parce qu'avoir une action, c'est avoir une voix. Et donc du coup, ça veut dire que vous envisagez vous-même, alors vous, Alix Roche, mais également donc, les autres étudiants de l'association, si on est sur une vision de l'actionnariat actif, finalement, on est intégré, on n'est pas juste propriétaire d'une action de l'entreprise ou de plusieurs, mais on est intégré dans la stratégie de l'entreprise. Oui, on s'intègre dans un système et c'est super important parce qu'aujourd'hui, on est sur des structures qui sont solides. L'engagement ESG, c'est aussi des gens des sociétés qui vont devoir prouver leur engagement sur cette lignée-là, et c'est un cercle vertueux. S'il y a un vrai engagement sur une lignée, on sait qu'il va y en avoir sur l'autre, et c'est le critère extra-financier le plus déterminant aujourd'hui. Eh ben, je crois que le message est clair pour les entreprises sur les volontés et du coup les conditions finalement des jeunes actionnaires. Merci beaucoup Alix Roche. Je rappelle que vous êtes étudiante donc à l'EDEC et présidente du jury de la Palme des jeunes actionnaires 2021. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Bourse et je vous donne rendez-vous donc dès demain en direct à 12h30. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.